peut-être le but du Black Friday, ça serait de réussir à battre mon record de plus gros drop en une soirée, qui est de 270 000, je crois, en une soirée. Et en fait, quand j'ai fait mon défilé, je savais même pas, mais j'étais le premier mec ever à faire ça. Mon rêve, c'est de devenir astronaute ou de faire astrophysicien. Et j'ai pété un câble et j'ai dit, je vais faire de la mode. Et en 3 mois, j'ai fait 100 000. Donc au final, c'est 100K, sans nom de marque, sans rien, juste avec des jeans, une idée. C'est ça. Et peut-être en fait, je vise mon Black Friday, tout le stock, j'ai 400 000 euros dans valeur marchande si je vends tout. Soit je suis chaud de fou et j'arrive à le faire en 1 ou 2 jours ou 3 jours. Ça, vraiment, ça serait masterclass. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast du Hangar Club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Andrea, le fondateur de Arentrill. L'objectif de ce podcast, c'est de montrer qu'est-ce qui se passe derrière la tête de ce visionnaire d'une marque avec des drops à plus de 300K. Andrea, merci d'être ici. Bah écoute, merci à toi. On va essayer de raconter au maximum l'aventure que j'ai vécue depuis 1 an et demi, vous partager la valeur, un peu comment on a construit tout ça et on va tout découvrir ensemble, go. Trop cool. Parfait. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la tête d'Andrea ? Là, en ce moment, plein pression Black Friday. C'est mon premier Black Friday. Mais en même temps, vu que j'ai fait des gros chiffres toute l'année, je suis au même niveau que parfois certains de mes potes e-com qui ont eu des gros chiffres eux, à leur Black Friday, qui ont des gros trucs. Donc j'ai un peu une pression. Faut pas que je me loupe le Black Friday. Et vu que le Black Friday, j'ai l'impression, c'est tous les e-com qui d'habitude ils vendent en jour toujours, en day to day. Ils font comme s'ils faisaient un gros drop le jour du Black Friday. Ouais. Et moi, je suis un peu le spécialiste des drops. Donc vas-y, je peux pas me louper. Donc j'ai un peu la pression. Et j'ai envie de faire un bon truc. Mais en même temps, j'ai un peu peur parce que pour moi, en fait, le Black Friday, c'est presque comme un drop normal. Et surtout, je me dis, c'est le Black Friday. Tout le monde fait d'autres choses. Donc c'est comme un drop normal pour moi. Sauf que c'est comme si tout le monde faisait un drop au même moment. Donc je me gratte la tête. Je me dis, ok, comment ça va se passer ? Donc je suis un peu stressé. Mais en même temps, j'ai prévu plein de trucs plus que d'habitude où j'ai l'impression que tous les gars e-com, ils ont fait de la strat drop que je fais d'habitude, ils l'ont fait à leur Black Friday. Et moi, du coup, j'étais obligé de pousser un cran plus loin. Donc j'ai essayé de tester plus de trucs et plein de trucs. Et on va voir comment ça se passe. Et on essaye de préparer au max, de continuer à d'apprendre et de préparer pour le jour J du 28, quoi. Et du coup là, est-ce que tu as l'appréhension des drops habituels ou c'est vraiment quelque chose où genre là tu pars dans l'inconnu ? Bah non, en vrai, j'ai l'appréhension des drops habituels quand même, mais en même temps un peu d'inconnu. Mais dans le sens où, contrairement à pas mal d'e-com que j'ai parlé, qui ont jamais fait de Black Friday avant, ils étaient un peu, tu vois, stressés par le fait, ok, c'est comme si je faisais un premier gros drop et ils étaient stressés. Donc moi, j'ai un peu l'habitude du playbook, de comment ça gère, la lead gen, tout ça et tout. J'ai l'habitude, je sais faire. Mais j'ai quand même la pression des chiffres et me dire, est-ce que mon Black Friday, il va être à la hauteur par rapport aux chiffres que je fais habituellement? Genre, tu vois, un Black Friday, c'est toujours, je sais pas pour toi, mais c'est toujours peut-être 2 ou 3 fois supérieur à ce que tu Bien fais sûr. tous les mois. Moi, si je fais 255 tous les mois, ça veut dire là, je dois faire un Black Friday à 700K. Mais je n'ai même pas 700K de stock. Donc, c'est pas possible. Donc, je sais pas. Et du Donc- coup, c'est quoi ? Tu vises Bah, mon Black tu Friday. vises un premier finalement. Tu vises Ouais. un premier, tu vises une réussite. C'est ça. Et peut-être, en fait, je vise mon Black Friday, tout le stock. J'ai 400 000 euros dans valeur marchande si je vends tout. Donc, c'est peut-être le voir en combien. Soit je suis chaud de fou et j'arrive à le faire en 1 ou 2 jours ou 3 jours. Ça, vraiment, ça serait masterclass. Ça, en fait, peut-être le but du Black Friday, ça serait de réussir à battre mon record de plus gros drop en une soirée, Ok. qui est de 270 000, je crois, en une soirée. Donc, si j'arrive à battre ça, ça serait insane et ça serait vraiment cool. Mais à l'époque où j'avais fait ça, c'était un deuxième drop. C'était au tout début de la boîte, je gérais pas bien les finances et tout. Donc, je pense qu'au final, sur les 270, j'étais pas si rentable que ça. Ouais. Et aujourd'hui, sur des drops, je sais que sur des drops à 200 ou 180, je peux être plus rentable que sur le drop que j'avais fait à 170. Donc peut-être faire mon plus gros drop tout en étant rentable, ça peut être un bon défi, quoi. Ouais. Donc voilà. Et là, juste pour les gens qui comprennent peut-être pas, genre si les stratégies de drop, tu les connais assez bien. Ouais, Mais là, sur la stratégie de Black Friday, tu es en train de tester de nouvelles Ouais, choses, c'est ça. tout en gardant ce qui marche. C'est Parce ça, qu'il exact. faut faire attention Ouais. de pas non plus enlever Ouais. ce qui marche. Ouais. Pour toi, aujourd'hui, en tant que marque, parce que là, on parle que de chiffres qui sont quand même importants. Ouais. Je pense que tout le monde ne fait pas ces chiffres. Tout le monde aimerait faire ces chiffres. Ceux qui le font savent à quel point il y a du travail derrière, qu'il y a aussi un time to market à Ouais, de avoir, fou. qu'il y a toujours des bons moments, de grosses préparations. Mais moi, j'ai un André qui m'a dit, j'ai commencé en peignant des jeans. Ouais, c'est vrai ça. En gros, tu veux que je raconte Et là, l'histoire? ouais, et là Ok, aujourd'hui, je te vas-y, vois en train de, je te tu sors vois, le- le stress du drop en me je te sors le disant, storytelling. si je fais 400 quand une soirée, c'est une masterclass. En gros, le storytelling, je te le fais. En plus, je le connais bien à force que je le raconte un peu Ouais. partout. En gros, à la base, moi, j'ai un bac S. Et à la base, j'ai un bac S, je suis en terminale scientifique et je suis un très très bon élève. Pourquoi ? Parce que j'ai des parents hyper stricts. Genre, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas le droit de la télé chez moi. Je dois commencer dès que je sors du collège ou du lycée, il y a quelqu'un qui vient me chercher pour me ramener à la maison. Et j'ai des parents vraiment, genre, super super stricts. Et en gros, à la base, je suis censé faire un bac S. Et en gros, quand j'étais petit peu, si j'avais pas 18, par exemple, une note ou je sais pas quoi, j'étais puni. Et genre, j'avais vraiment des parents hyper stricts. Et à la base, je suis censé faire bac S et tout se passe super bien. Et au même moment, en terminale, je suis censé faire bac S pour devenir ingénieur et je voulais faire de l'astrophysique. Et mon rêve, c'est de devenir astronaute ou de faire astrophysicien. Oui, donc Donc, rien à voir Ah, avec la rien à voir. Et en terminale, je sais pas ce qui s'est passé,
mais j'ai pété un câble. C'est-à-dire, à un moment, je me suis arrivé sans prévenir mes parents. Je me suis décoloré tous les cheveux. Je me suis fait les cheveux bleus. J'ai commencé à mettre du vernis random. Et il y avait un moment, j'avais vraiment pété un câble. Sur un œil, je mettais de l'eyeliner. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pété un câble. Et en gros, des fois, je réfléchis. Te retrouver Ouais, je sais pas. Et en gros, quand j'étais au pas. lycée, j'étais vraiment le mec bizarre. Et Ok. je me faisais full harceler tout le temps. Et je pense que j'ai câblé en changeant de style pour trouver une raison un peu à mon harcèlement à l'époque. En mode, je vais être le mec bizarre, mais genre vraiment bizarre. Ça y est, on m'insulte. Au moins, il y a une raison pour laquelle les gens ils m'insultent. Et voilà, tu vois, j'allais tomber dans le truc. Et en même temps, je pense qu'il y avait 2-3 autres pélos qui étaient un peu bizarres. Et je me dis, vas-y, je vais un peu leur ressembler. Au moins, ce sera le bizarre. Et au moins, j'aurai les 2 potes bizarres. Mais Ouais. j'aurai des potes. Et du coup, j'ai câblé. Et j'ai changé totalement de style, alors qu'avant, j'étais le petit intello bien gentil, bien habillé avec la petite chemise ou je sais pas quoi. J'ai câblé. Mes parents, ils ont pas du tout apprécié. C'est parti en gros clash avec mes parents, mais genre gros clash avec mes parents. Et quand c'est parti en gros clash avec mes parents, je me suis dit comment je vais les emmerder le plus possible. Et du coup, pour les emmerder le plus possible, j'ai essayé de faire les études qu'ils allaient détester le plus, à savoir la mode. Et à la base, je me souviens en troisième, j'ai arrêté l'art plastique. J'étais le mec le plus airé d'arrêter l'art plastique. Et pour moi, l'art plastique, ça servait à rien. Les arts, c'était nul. La musique, c'était nul. Et genre, il y avait que les maths ou la science. Et j'ai pété un câble et j'ai dit, je vais faire de la mode. Et j'ai pété un câble, j'ai dit, je vais faire de la mode. J'ai commencé à regarder les écoles de mode. J'ai vu qu'il y avait 3 bonnes écoles de mode à Paris et je me suis dit ok je vais postuler. Fallait faire un dossier où j'ai dit oula faut faire un portfolio de ton et tu sais il y avait le libellé montrer vos travaux créatifs. J'ai dit oula problème j'ai rien. Donc bah, j'ai commencé à acheter des livres pour essayer d'apprendre sur l'art et tout. Pendant 3 mois j'ai jobé pour faire ce qu'on appelle un portfolio et envoyer aux écoles de mode. Et j'ai envoyé aux écoles de mode et j'étais pris partout. Même dans les. Je sais pas comment j'ai fait. Ok, first mais shot, first shot, j'ai été pris. Et surtout, j'ai été pris à l'Institut français de la mode, qui est une bête d'école. Et où il y a genre, je sais pas, on est 300 élèves pris sur 5000 postulants peut-être. Genre, Ok. c'est vraiment hard. Et je connais plein de gens qui ont été refusés de là-bas. Et j'ai fait un truc vraiment bizarre dans mon portfolio. Et je pense que c'est ça qu'ils ont kiffé. Et puis je rentre. Et du coup, je suis accepté en école de mode. Je vais voir mes darons. Je leur dis, ouais, je suis trop content et tout. Je suis arrivé, c'est bon, je suis en école de mode. Mais juste les études, c'est un peu cher. Vous Ouais, pourrez, c'est vous ça, pourrez c'est m'aider. là. Et tu vois, mes parents, je vais pas faire le storytelling de con en disant que mes parents, ils sont pas non plus full argent, mais ils sont pas non plus en galère, on vivait pas dans un HLM ou je sais pas quoi. Je pense qu'ils auraient pu se débrouiller en vrai. J'avais des potes qui avaient à peu près le même truc Ouais, même un crédit et leurs étudiant, parents, ouais, c'est ils pouvaient, trouver quelque ils pouvaient. Mais ils ont dit non. Et ils ont dit non, ils voulaient pas. Crédit, je pouvais pas faire tout seul, je savais pas comment faire tout seul. Donc, et mon daron, il a dit non, on le fera pas. La bourse, il y avait une bourse, j'avais pas le droit à cause du revenu de mes barons, j'avais pas le droit à la bourse. Et du coup, bah, il me restait une seule solution. Je me suis dit, on était en plein Covid. Le Covid, il est tombé le 19 mars. C'était un jour après mon anniversaire. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est le Covid. Je vais tenter de faire des vêtements, je vais apprendre à coudre, à écrire des trucs. Et donc à l'époque, je commence en achetant un jean en friperie. Et j'écris les paroles d'une chanson de Lil Peep, qui était mon chanteur préféré à l'époque, et je mets en vente sur Vinted, et je vends les jeans genre 45 balles. Et puis après, je me suis dit, ouais, je suis trop cheaté. Et du coup, j'ai repeat le process, je suis retourné à la fripe de mon petit village, j'ai racheté 3-4 pantalons en plus, j'ai repeint dessus et tout, j'ai fait de la peinture, j'ai remis en Vinted, et ça s'est vendu. Et après, du coup, j'ai créé un compte TikTok, je me suis dit, je sais pas quoi raconter, donc pendant 3 mois, j'ai fait une miskin. Et j'ai dit, yo, je m'appelle Andrea, j'ai un rêve, je veux aller en école de mode, mes parents, ils veulent pas, s'il vous plaît, acheter mes jeans pour financer et tout. Et en 3 mois, j'ai fait 100 000 avec ça. Et tu vois, et même les commandes, je savais pas comment faire. J'ai encore des Dash Shopify. C'était de Shopify, il était violet à l'époque, ou je sais plus comment il était, c'était bleu foncé violet. Et les commandes, j'écrivais les adresses à la main. Ah ouais. sur les, je sais pas combien j'ai fait de commandes ou quoi, j'écrivais les adresses à la main. Tu sais, j'imprimais l'étiquette, je regardais sur Shopify, il y avait l'adresse, je prenais mon stylo, j'écrivais Monsieur Martin, 8 rue là, je venais dans le truc, j'amenais les colis, après j'allais sur mon sac, mais d'abord ils voulaient pas m'accompagner, et j'avais la poste, et en fait je vis écarté, je vis au milieu de la campagne, dans un tout petit village, qui est à côté d'une plus grande ville qui s'appelle Béziers, mais genre pour aller à mon bureau de poste, j'ai facile 40 minutes de marche. Et donc je prenais genre 30 colis par 30 colis, et je faisais mes minutes de marche et je les amenais à la poste. J'ai fait les sous comme ça, j'étais content, mais je réalisais pas trop. Et en plus, je tournais, franchement, je sais plus à combien je tournais. Je devais facile tourner que grâce à l'organique, bien évidemment, à 1 ou 2 cadeilles. Si maintenant on parle comme ça, mais si on parle en cadeille, vu que maintenant tout le monde parle comme ça. Et puis le jour de ma rentrée, je dis, oh, c'est marrant cette aventure. Et puis après, je me suis dit, maintenant. Donc là, t'as payé ton école. Ouais, j'ai payé. T'as un peu de cash de côté. J'ai payé l'école, j'ai du cash de côté. Et surtout, comme un con, j'aurais pu continuer à trouver une manière d'extérioriser les jeans, trouver quelqu'un qui les fait, ou même me renseigner, être un peu malin et trouver une usine pour faire Au ou je sais pas final, quoi. c'est 100K, sans nom de marque, sans rien. Sans rien. Juste Non. avec des jeans. Ça s'appelait une Andrea. idée. Et... Voilà. Même si tu tapes mon nom, ça s'appelait By Andrea. Et si tu tapes sur Vinted, il y a toujours des mecs qui se vendent. Et des fois, il y a écrit dans la truc écriture par au lavage ou peinture par au lavage, pas très bonne qualité, mais. Attention, tu portes une fois, le nettoie pas. Et voilà, et après j'ai commencé les études et comme un con, je pense que j'ai arrêté du jour au lendemain, je faisais des sous, mais j'ai arrêté du jour au lendemain, j'avais fait 100 000 euros, c'était fou. Et je suis arrivé à Paris, je suis arrivé dans mes études, je suis arrivé dans cette meilleure école,
Et premier jour, j'ai full paniqué. Et je suis arrivé à la rentrée, il y avait que des mecs, ça avait l'air d'être des fashion. Je me suis dit, oula. Moi, et j'ai commencé à me dire, peut-être je suis arrivé là par erreur. C'est marrant, la marque, ça a marché, mais peut-être j'aurais dû faire école d'ingénieur ou je sais pas quoi. Bref, je suis arrivé. Quand je suis arrivé jour de la rentrée, tout le monde y venait, tout le monde savait coudre, tout le monde parlait. Un jour, ça m'a vanné, premier jour, il m'a dit, est-ce que tu penses que pour la fin d'année, on rencontrera Yves Saint Laurent? Et ça m'a fait croire qu'on allait voir Saint Laurent. Et après, on m'a dit, il est mort. Moi, je savais pas. Ça m'a vanné sur des trucs comme ça. Mais bon, après, je me suis lock-in un peu et je me suis mis à fond dans la couture. J'ai voulu apprendre, j'ai acheté une machine à coudre, je l'ai mis chez moi. Je faisais que coudre tous les jours après les cours. Et finalement, j'ai repris le niveau et les cours, ils se sont bien passés. Et voilà. Et après, je suis rentré en école de mode et je me suis fait à ma vie parisienne petit à petit, quoi. Mais au début, c'était full impro sur le truc. Parce que du coup, t'es né à Béziers. À Montpellier, enfin à côté de Béziers, quoi. Ok. Et j'ai bougé à Paris à 17 ans, vu que j'avais un an d'avance. Donc, j'ai bougé à Paris mineur. Donc, Et t'as vu une différence ou pas en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, du coup, d'être entre vivre à Montpellier-Béziers ou partir à Paris? C'est surtout que quand j'étais à Béziers, Béziers, c'est un truc, c'est fermé, il n'y a rien, quoi. Et les seuls potes que j'avais à Béziers, c'était des mecs avec qui je faisais du skate. On traînait, on skatait ensemble. Et c'était pas des mentalités trop travailleurs, quoi. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'ils deviennent, mais je pense que c'est pas foufou. Et à Paris, je sais pas si c'était pareil, parce qu'à Paris, en vrai, j'étais en école de mode. Donc en école de mode, c'est pas là où t'as les plus grosses mentalités business non plus. Mais au début, je n'avais pas forcément une mentalité business, j'avais plus une mentalité artiste. Et niveau artiste, j'étais mieux à Paris qu'à Béziers, quoi, tu vois. Je pouvais avoir mes cheveux roses, personne, tout le monde me laissait tranquille. À tel point que j'ai rasé mes cheveux et je me suis tatoué un gros logo anarchie dans les cheveux. J'ai encore plus pété un câble. Ouais. Et comme mon daron, il a vu ça, je pense qu'il a... il a Lulu, on l'arrête. Ok. Et pour toi, c'est quoi la chose la plus difficile à gérer quand tu as une marque qui grandit ou quand... Je pense que c'est les équipes. Parce que tu vois, je trouve qu'au début, tu as la vision de « Ok, je vais créer ma marque. Ouais. » Puis après, tu as la réalité de qu'est-ce que c'est de créer une marque. Ouais, de fou. Et tu sais, tu as genre ce truc un peu où tu vibres, tout est trop cool, tout est adrénaline, etc. Puis après, tu as un peu une réalité qui vient. Et comment tu l'as vécu, ça? Moi, je pense surtout le truc le plus dur, c'est les équipes, bien gérer les finances et surtout le côté artiste que j'ai en moi. C'est-à-dire que moi, genre, c'est comme si tu prends mon cerveau, il est divisé en deux. J'ai une grosse partie de moi artiste qui adore faire des trucs hyper créatifs, mais ce côté artiste, tous les jours, mon côté business, il frappe, il dit ferme ta gueule, faut mets-toi en mode plus business. Genre, j'aimerais mettre des milliers d'euros dans des choux, dans des concepts trop cool et tout, sauf que je sais que ça va pas renta de fou. Rien que l'exemple le plus typique, c'est sur les ads. Des fois, tu fais des ads les plus dégueulasses du monde, bah, c'est celles qui vont marcher. Ouais. Alors que tu veux faire des trucs beaux, ça va jamais marcher. Et ça, c'est super. On en avait parlé un peu en off. Mais moi, je sais, avec un studio aussi de prod que j'ai, que quand tu es créatif, et je trouve que comment tu as réussi, et ça, je pense, c'est ton côté ingénieur finalement qui te sert aujourd'hui, peut-être. Où au final, en fait, tu réfléchis plus ce chiffre. Ouais, je pense que c'est ça. Et je pense que c'est pragmatique finalement, mais tu gardes ce côté ultra créatif. Ouais, je pense que j'ai ce côté créatif et j'ai toujours été Par exemple, l'exemple le mieux que j'ai, c'est quand j'étais en école de mode, j'étais hyper créatif dans mes projets, mais il y avait des gars ils étaient avec moi et il y avait des projets, ils allaient avoir des moins bonnes notes. Et je leur disais, mais pourquoi t'as une moins bonne note? Genre, ça se voit, t'as pas respecté la consigne. Il m'a dit, mais frérot, moi je m'en bats les couilles de la consigne. Moi je suis un artiste, j'ai envie de faire comme ça, c'est ça ma vibe, t'inquiète, moi je comprends, c'est comme ça. Moi je disais, mais non, le prof il a dit de faire ça, fais plus comme ça ou je sais pas quoi. Et en fait, j'essayais d'être artiste tout en respectant ce qu'allait dire le prof pour être sûr de maxer la meilleure note possible, tu vois. Et genre, c'est comme si je réfléchissais trop. Genre, j'étais pas un artiste. En fait, j'avais jamais fait d'art de ma vie. C'est comme si je calculais l'art en mode, je vais faire un truc artistique, vu que ça va marcher, je vais avoir une bonne note. Les profs, ils vont dire c'est artistique, c'est cool. Mais c'est pas moi. C'est pas mon âme d'artiste. J'ai juste calculé que ça allait plaire à ce prof-là. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me souviens, je me suis pris j'ai 2 profs qui m'ont réuni et qui m'ont dit, en fait, on comprend pas ton style quand tu fais des vêtements. Genre, t'aimes quoi? Et je dis, c'est une bonne question. Moi, je sais pas ce que j'aime. Genre, j'aime ce que vous demandez. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose avec le business. Genre, en fait, j'arrive à créer autour de ce que le marché veut et d'adapter par rapport à ça et d'avoir cette big. Est-ce que finalement, c'est pas ça la réussite d'Aaron Trill? Ouais, si, je pense que c'est. Et je pense que même hors la réussite d'Aaron Trill, parce que derrière la réussite d'Aaron Trill, t'as Andrea qui est en école de mode, qui a fait son défilé, qui a percé sur les réseaux, qui a lancé Aaron Trill. Enfin, je suis rentré en école de mode, j'ai fait mes défilés, j'ai fait de la réalité augmentée. Ça m'a permis de faire d'autres défilés qui m'ont permis d'avoir des articles dans les journaux, qui m'ont permis d'avoir de la trust, de lever des fonds. Lever ces fonds, ça m'a permis de payer des gens pour faire Aaron Trill, recruter mon équipe. Au début, quand j'avais pas de budget, ils sont venus par rapport à la notoriété que j'avais. Et du coup, bah pareil, c'était, tu vois, c'est un enchaînement de choses. Et c'est qu'à chaque fois, quand j'ai fait de la réalité augmentée sur mon dernier défilé, c'était juste parce que j'avais compris que ma collection allait être bien. Je savais que j'allais être sélectionné parmi, en gros, quand t'es en dernière année à l'IFM, t'es 100 élèves. En gros, quand tu commences à l'IFM, première année, t'es 300. Ils en virent 100 à la fin de l'année. Deuxième année, t'es 200. Ils en virent 100. Troisième année, t'es 100. Ensuite, pendant un an, tu fais une collection. T'as pas de cours. Pendant un an, tu designes ta collection. Et à la fin de l'année, t'en as 30 qui sont sélectionnés pour défiler sur le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris, juste avant LV. Au jury, genre, t'as tous les plus grands DA qui viennent, les plus grands journaux et tout. Et après, il y en a un.
qui a un article sur Vogue et un article sur GQ. Et au final, c'est moi qui ai eu l'article sur Vogue et sur GQ. Et en fait, quand je suis arrivé, j'avais capté que j'allais être pris à peu près parmi les 30. Et du coup, je savais qu'il y avait des mecs qui étaient trop artistes par rapport à moi et que j'allais me faire. Toi, ton objectif, du coup, c'était de viser les articles de presse. Ouais, c'était de finir le premier, et même par ego, un peu entrepreneuriat et tout, de faire premier. Et du coup, j'ai fait ce truc en réalité augmentée. Alors qu'à la base, moi, enfin, même des gens aujourd'hui, tu vois, j'ai une marque qui mêle le gaming. J'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Une manette de play, je sais pas utiliser. Vraiment, je sais pas sur quel. La dernière fois, j'ai joué avec un gars à FIFA. Je lui ai demandé comment on appuie sur les manettes pour. Genre, j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Et au final, quand j'ai fait de la réalité augmentée, j'ai juste fait de la réalité augmentée parce que je me suis dit, ok, on est dans un défilé, ils vont tous faire des collections qui sont peut-être mieux que moi. Ok, je réfléchis. L'IFM, ils font un défilé. Pourquoi ils nous mettent dans un défilé? Parce qu'en fait, après, on va voir nos looks, ça va apparaître sur les médias. Ils vont réutiliser ça pour montrer, regardez nos étudiants, ils sont bien, et attirer les nouvelles générations qui arrivent. Donc, je me suis dit, j'aurais pas les meilleurs looks, mais je vais essayer de faire un truc genre novateur, nouveau, que les autres vont pas faire. Et au moins, ça va maxer. Et je vais d'un coup me différencier de tous les autres. Et en fait, dans la fashion, surtout, c'est pas comme une copie de maths où il y en a un qui est meilleur que les autres, il a une meilleure note. Dans la fashion, c'est un peu subjectif, t'as du goût et tout. Sûr, ouais. Donc, pour vraiment être devant, je me suis dit, il faut faire un truc que c'est sûr les autres ils vont jamais faire. Donc en gros, je suis allé à des défilés, je voyais dans les défilés, tous les gens ils étaient comme ça, genre, tu sais, ils regardaient pas ils regardaient pas le. Ouais, tu vas à un défilé d'ailleurs, si quelqu'un a la chance d'avoir vécu un défilé, c'est que tout le monde est sur son tel. Tout le monde est sur son tel. Et personne n'apprécie réellement le défilé. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est cheat code, tout le monde est sur son tel. En fait, j'ai juste à faire un vêtement où quand tu le filmes, quand tu le regardes à travers ton tel, le fait que ça soit digital, ça met un truc en plus. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de la réalité augmentée. Bah, ça va faire un truc. J'ai développé un truc sur ça. Et en fait, quand j'ai fait mon défilé, je savais même pas, mais j'étais le premier mec ever à faire ça. Du coup, bah, j'ai eu buzz intersidéral. En mode Andrea Albrizio, premier créateur. Et moi, des artistes, je disais, ouais, c'était calculé, c'était vraiment pour innover. J'ai vraiment pas fait gaffe et tout. Et du coup, après, ça m'a servi. Et pareil, genre, tu vois, quand j'étais en école de mode, t'as quand même, surtout qu'on était les 100 derniers, et rien que par exemple sur les 30 prix, c'est que des mecs qui ambitionnent d'être des grands créateurs. Et du coup, t'es un peu dans la vibe des nouveaux créateurs à la Margiela, et plein de nouveaux créateurs qui se montrent pas trop sur les réseaux. Et moi, j'étais très en mode, tous les jours, je faisais une vidéo, jour 1 dans ma vie, jour 2, avant d'être à la Fashion Week et tout. Et quand je partageais tout ça, les gens, ils aimaient pas et ça m'appelait le TikToker, genre. Et surtout, il y avait plein de gens qui me vannaient. Et tu sais, je faisais des vidéos en mode, je vais peut-être défiler à la Fashion Week à la fin de l'année. Et les gens, il y avait plein de gens qui me détestaient parce qu'ils se disaient, ouais, mais c'est qui ce mec qui fait des vidéos en disant qu'il va être au défilé alors que si ça se trouve, tu vas pas être pris, genre, tu vois, t'es qui. Mais je me disais, genre, je m'en fous. Et surtout que je voyais les gens de l'année dernière qui avaient été aussi en défilé. En fait, l'industrie de la mode et de la fashion, c'est trop dur. Quand tu fais le streetwear, ça va quand t'es en mode business, mais quand tu fais de la high fashion et genre des trucs que personne va porter, en fait, tu passes un mois à faire un look. Un look, ça te coûte en moyenne 1000 à 1500 euros de recherche. Tu passes un mois à faire un look que les gens vont regarder dans un défilé, qu'ils vont filmer, ils vont mettre en story, ils vont t'identifier, et voilà. Ouais. Et rien, tu vends rien, c'est pas possible de vendre parce que de 1 c'est pas portable et les gens riches qui ont 1000 euros à mettre dans des manteaux, bah, ils vont acheter du Céline ou ils vont acheter du LV, ils vont pas acheter Andrea Albrizio avec son manteau de con sur son défilé quoi. Donc en fait personne va l'acheter. Tu te retrouves à créer avec ton propre argent des défilés pour amuser la galerie d'une certaine manière. C'est ça. Sauf que t'as jamais de retour sur investissement. T'as jamais de retour. Et après, et en fait, et moi ça je l'ai compris. Et je pense que c'est ça aussi où j'ai la bonne truc business. Je l'ai eu assez vite quand j'ai vu les gens de l'année dernière. Je me baladais sur LinkedIn et je me suis dit, ils deviennent trop stylés. Je vais peut-être être à la Fashion Week. Je vais regarder les gens de l'année dernière, ils doivent être trop famous. Je voyais ça me disait bonjour cher réseau, j'ai fini mon premier stage de 6 mois, je cherche un nouveau stage. Et après ça relance un mois après. Je me disais ah ouais chaud en fait. Peut-être le rêve on nous vend depuis le début tendu. Ouais. Et donc je me suis dit c'est cool cette aura de créateur mystérieux, mais peut-être on va pas tous devenir Margiela, tu vois. Donc je me suis dit que sa mère, on va se lancer sur les réseaux comme j'ai fait à l'époque avec mes jeans avec Miskin, ça avait bien marché. On va se relancer à fond sur les réseaux, et on va partager ça. Et ça m'a permis, genre je suis monté à aujourd'hui tu vois sur Insta, sur la marque on a 238 000 abonnés. En vrai on est à 138 parce que quand j'ai commencé la marque j'étais déjà à 100K. Ouais, parce que et tu vois et pareil quand j'ai levé des fonds avec des investisseurs et tout, je dis il y a déjà 100 000 personnes qui suivent la marque, vous inquiétez pas. Oui on n'a pas de revenus c'est vrai, mais on a déjà 100 000 abonnés prêts à acheter. Ouais 100 000 abonnés prêts à acheter. Je dis ouais pas du tout, ils suivaient les défilés. Mais tu vois c'est tout un accompagnement de choses qui a fait. Et justement tu vois si tu devais aujourd'hui, enfin t'as créé une marque autour de toi. Ouais. Si demain là tu devrais créer une autre marque, est-ce que tu utiliserais ta personne comme tu l'as utilisé aujourd'hui pour vendre ta marque? Bah si je crée une autre marque, je peux pas réutiliser ma personne, sinon ça fait bizarre. Je me dis le mec qui a deux. Oui mais sur le parti subjectif de dire là si t'avais pas utilisé ta propre personne et que tu devrais le refaire en tant que conseil, tu vois, en tant que marque, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui créer une personal brand autour de sa marque, ah ouais c'est trop fort. Fait la différence? Ah c'est trop fort. À tous les gens avec qui je parle, genre pour moi tu mets deux marques qui ont les forcément, s'il y en a un, il a des meilleurs designs que toi. En vrai, les gens, ils achètent le vêtement. Et tu mets deux marques équivalentes qui ont les mêmes vêtements. Le mec qui se montre, il faudra forcément plus d'argent parce que les gens, c'est beaucoup plus relatable. Surtout dans un milieu où où tu ouvres TikTok, tu es intéressé par les marques indé, tu peux passer 24 heures à voir que des nouvelles marques tous les jours. Et tu ouvres le flow Pinterest ou le flow WhatsApp de ton Explorer, il n'y a que des nouveaux vêtements. Maintenant, c'est trop facile de faire des vêtements. Tu vas sur Alibaba, en 2 secondes, tu fais tes sapes ou je sais pas quoi. Donc, le fait que tu parles et tu te présentes et tu as une histoire à raconter, un storytelling, ça accroche les gens et ça vient faire en sorte que les gens, tu sais, ils sont attachés émotionnellement ou ils ont un relatif à toi,
et qu'ils achètent ou qu'ils achètent plus tard, c'est trop fort même pour du top of funnel ou des trucs comme ça, genre. Et est-ce que tu penses que dans une prochaine phase de marque, avec la croissance que tu es en train d'avoir, est-ce que tu penses que ça serait intéressant que tu sortes un Ouais. petit peu et que tu laisses la main Bah, il faudrait de fou que j'arrive à sortir du truc, mais je sais pas comment. Enfin, c'est juste tellement facile pour moi de créer du contenu. Et même, genre, c'est trop simple, tu vois, je veux faire une création sur mon téléphone, je me filme. Sinon, il faut avoir un mannequin, il faut lui dire, viens, je te paye, tu fais le truc et tout, est-ce qu'il peut venir prévoir et tout. Genre, j'ai essayé, et sur les shoots, j'apparais pas, on fait plein de vidéos, j'essaye de plus apparaître. Maintenant, vu qu'on a plein de plans où c'est des mannequins, des fois, j'apparais plus sur des vidéos, mais pour incarner la marque, c'est toujours quand même trop fort de chez. Mais en gros, moi, ça me dérange pas d'incarner la marque, mais je sais qu'un jour, si j'exite, c'est mieux d'exit avec une marque qui n'est pas incarnée ça a par son plus de fondateur, valeur, ouais. ça a plus de valeur. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être vouloir l'argent du beurre et je sais pas Peut-être ce voir que les c'est choses trop vite. Ouais, Et voilà. finalement, là, Et déjà, rien qu'avoir une marque, enfin, c'était tellement plus. C'est ce que disait Yomi Denzel à un moment, je crois. Genre, il disait, je crois avoir un business où il n'est pas moi dans ma personne, c'est plus rentable. Mais en même temps, quand je me mets moi, je peux aller tellement plus loin et tellement plus vite qu'en vrai, tant pis, quoi. Parce que si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu pas moi, imagine son business, je sais pas, il est valu 100 M. Peut-être que s'il n'y avait pas eu moi, je l'aurais monté 4 10 mon ouais, bien business, sûr, tu vois. ouais. Donc Donc voilà. là, c'est plus go all-in jusqu'à ce que j'arrive à un top Ouais, où moi ne suffira ouais, plus. c'est ça, ouais. Et là, je trouverai des C'est solutions. ça. Mais en même temps, ce qui est des fois relou, c'est que dans les marques de vêtements, souvent, le fondateur, enfin, quoique maintenant, avec des marques comme Allen Nude Project et tout, et même récemment sur Icon, là, Ouais. qui ont fait un énorme Black Friday, Samuel Noah, il apparaît sur les As. Donc je pense que le founder, c'est quand même important. Il apparaît tout le temps. Et justement, avec ce quotidien-là de faire du content tout le temps et tout, Ouais. c'est quoi la vie d'Andrea dans le quotidien? Genre les week-ends d'Andrea, elles ressemblent à quoi après la semaine de boulot de fou avec les équipes, Bah, avec tout ça? les week-ends d'Andrea, ils sont un peu nuls. Hein. Ils sont Andrea tout seul chez lui. En vrai, je job 7 jours sur 7. Je me lève le matin, je vais au bureau. J'essaye d'arriver 1 heure avant l'équipe. L'équipe, elle arrive à 10h. On travaille jusqu'à 18h. À 18h, les gens ils partent petit à petit. Moi, je reste travailler jusqu'à 23h. Je mange vite fait. Puis je dors. Je rentre ou je travaille plus tard et tout. Et 7 jours sur 7, quoi. En vrai, je fais pas grand-chose d'autre à part taffer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te sens seul ou... En vrai, ouais, il y a des trucs où, bah, c'est typiquement, tu vois, c'est un des trucs où ça me faisait kiffer de venir là un week-end parce que des fois, c'est un truc où, et surtout que, genre, vu que je travaille beaucoup, je suis fatigué et comment ça, tu sais, vu que t'es le manager, donc tu dois gérer l'équipe, t'as pas le droit d'être fatigué, tu vois, parce que t'es avec des gens, si t'es Ouais, puis fatigué. t'as vu l'énergie, tu Ouais, dois c'est ça, toujours avoir c'est l'énergie ça. au Et top. surtout que, vu que t'es avec des gens, je sais très bien que si je suis fatigué ou un peu moins sérieux et que je me laisse aller, ils vont se laisser aller aussi, tu vois, l'équipe, elle a mon âge et tout, ça va faire trop bande de potes. Donc il faut que je sois là, et je sais qu'à un moment, tu vois, si je vais prendre une sieste ou je sais pas quoi, ça va pas taffer. Donc je suis obligé d'avoir l'énergie et je me force. Mais je sais que dès que ça part à 20h, dès qu'il y a plus personne au bureau entre 18 et 20h, l'énergie elle retombe et les week-ends c'est le pire, genre. Est-ce que tu as ressenti, moi j'ai senti ça avec mes équipes, où quand tu as un bureau une première fois, tu te dis oh, c'est trop bien, je vais trop bosser au bureau et tout. Et en fait, tu te rends compte que t'es juste le pompier qui éteint les feux de partout. Ah ouais. Tu peux jamais vraiment Ah bosser mais moi au je fais bureau. rien au bureau. Genre je fais Non, rien. mais c'est choquant. Au Genre début je de fais te rien. dire, Mais tu sais en que ça fait, me rend fou. Mais c'est bien de dire ça. Mais c'est bien de dire ça. Mais je fais rien au bureau. Je passe ma vie à gérer des gens, à dire t'en es où. Des fois je me dis j'ai envie de travailler. Puis je mets mes écouteurs, Ouais. j'essaye de travailler. Et puis après on me dérange. Ou alors je mets mes écouteurs, j'essaye de travailler. J'en vois un qui parle et ça me rend fou de me dire il parle, il travaille pas. Donc je me dis et j'arrive pas à me concentrer. Et des fois je me dis j'ai envie de dire des fois que tout le monde, personne ne parle. Mais au final, ouais, je passe 80% de mon temps à gérer des trucs. Et des fois, je suis là et je me dis, mais à quoi je sers? Mais en vrai, je sais que vu que c'est moi qui gère tout le truc. Mais des fois, je me dis, faudrait que je prenne un mec qui gère toutes les opérations et au moins, vas-y, je reste là de chez moi et je travaille. Mais en même temps, je pense que c'est trop tôt ou je sais pas, mais j'essaye de faire évoluer les gens aussi pour que petit à petit ils gèrent et ils prennent des responsabilités. Mais ça reste un truc où ça fait très bande de potes encore, quoi. Donc, mais ouais. finalement, c'est aussi pour ça que tu viens plutôt le matin et tu finis plus tard le tard. Parce que tu as Ouais. enfin ces moments Ouais, de de fou, répit de où fou, tu peux... de fou. Et le soir, je sais que, genre, par exemple, tu vois, écrire des emails pour envoyer à des listes ou je sais pas quoi, quand je fais ça en journée, genre, je peux pas faire. Genre, j'ai l'impression que je fais que de l'exécutif où il faut répondre à un message, gérer un truc, tac, tac, tac. Mais les trucs qui demandent vraiment d'être concentré, j'y arrive Et pas. en fait, les gens, je trouve qu'ils se rendent pas compte. Enfin, tu sais, il y a ce truc où, moi, j'ai entendu ça beaucoup de fois, mais c'est difficile, je pense, quand tu fais beaucoup de choses et que tu maîtrises à un moment donné un peu tous les sujets. C'est ouais, faut déléguer, faut déléguer. Oui. Mais en fait, quand tu délègues après, t'as aussi une double vie qui se crée Ouais. où tu dois faire ton job plus Bah, t'occuper de surtout- ta team. Je pense que moi, j'ai réussi à déléguer, vu que par exemple, maintenant, la prod gère plus rien, juste confirme les vidéos, c'est même eux qui écrivent les scripts. Mais j'ai toujours ce truc où je dois, ouais, manager, genre. Comme Ouais. un daron qui est avec ses Comment t'as enfants. appris le management? Parce que le management, je trouve, tu vois, c'est quelque chose un peu.
on se rend pas compte de la tâche que c'est vraiment. Ouais, finalement. je sais pas, franchement, j'ai appris petit à petit, j'essaie de toujours me remettre en question. Genre, tu vois, la dernière fois, il y a un des gars, en gros, j'ai 2 monteurs. Un qui fait de l'e-com à la base, donc il est très business, genre tac tac tac, et l'autre, c'est un artiste. C'est un mec, il rêve de faire du graphisme et de devenir DA. Donc, ces 2 monteurs, ils font le même taf, mais c'est 2 profils hyper différents. L'un, il est vraiment business, et il fait des shops, bon, ça marche jamais, mais il fait des shops et tout. Et, et l'autre, il veut devenir DA, et le soir, il rentre, il colle des paillettes sur des posters, et il fait ses trucs. Et les 2 profils sont très différents. Et avant, je laissais beaucoup de place à la créativité dans les vidéos. C'est ok de tester des trucs, genre si tu prends 1 jour ou 2 jours pour ta vidéo, c'est ok. Maintenant que j'ai un rythme et que j'ai trouvé ce qui marche, je suis en mode, il n'y a pas de truc. Genre quand je vois qu'il hésite trop, je dis ça, artiste, ça marchera pas, teste pas, reviens à ça, ça c'est classique, ça marche, je sais, tac, tac, tac. Et j'ai un peu transformé les vidéos en usine. Et du coup, je voyais que le mec du biz, il kiffe parce que maintenant j'ai mis, en plus, du coup, vu que j'ai un peu accentué le rythme et qu'il y a moins de place à la créativité, et je sais que le taf doit être plus chiant, donc j'ai mis une prime dès que tu dépasses les 100 000 vues, tu prends 100 euros. T'as vu une diff? Ouais, non, en vrai, j'ai l'impression que je me suis fait un peu scam, parce que pas forcément. Mais je sais, vas-y, en vrai, quand tu vois, ils sont payés 1003, quand il me fait 20 vidéos qui font 100 000 vues dans le mois, vas-y, je peux lui donner. Sur les vidéos, elles me servent tellement, je bulle de mes listes d'attente, elles sont bulles de A à Z grâce à lui, mes listes d'attente, elles me rappellent 150K sur un drop. Genre, en vrai, c'est être un rat de pas donner le truc. Mais le mec business, il a suivi ça. Mais le mec artistique, je voyais, ça commençait un peu à le faire chier et tout. Et un jour, on doit faire un shooting. Et lui, il est trop hype d'aller devenir au shooting. Et le jour-là, il prend sa petite cam et tout, parce qu'il kifferait devenir photographe et tout. Il prend sa petite cam pour faire des tests, sa caméra perso et tout. Et je dis, mais pourquoi t'as pris ta cam? Et aujourd'hui, il y a 3 vidéos à faire là. Ah, mais il m'a dit, mais je veux venir au shooting. Et je dis, mais pourquoi tu veux venir au shooting? Il y a des vidéos à faire, c'est pas toi qui es photographe, tu vas pas venir. Il m'a dit, ah, ok. Et j'ai vu que pendant. Et au début, pour moi, c'était normal. Enfin, j'étais dans le moment où on va dans le rush, le drop, c'est dans 5 jours, pourquoi il pense qu'il va venir au shooting? Et après, je l'ai vu. Il mangeait plus avec nous le midi, là il mangeait seul. Le soir, il partait à l'heure précisément. Des fois, il finissait sa vidéo 10 minutes avant, ou alors il finissait vite, ou je sais pas quoi. Et à un moment, et c'était un peu chaud et je savais pas quoi lui dire. Et moi, ça me saoulait. J'ai dit, mais pourquoi il avance plus? Il s'en fout, on a un drop bientôt. Genre, pourquoi il se branle? Et à un moment, je lui ai dit, il s'appelle Théophile, et je lui ai dit, ouais, je vois là, ça va pas, je vois, tu travailles pas, et qu'est-ce qui se passe? Et il m'a expliqué. Et en vrai, je trouvais ça trop cool. C'était la première fois que je voulais vraiment faire ça, genre de discuter, genre face to face avec quelqu'un qui me dit ce qui n'allait pas. Et du coup, j'ai essayé instant de reprendre tout vers moi. Et je dis, ok, à partir de maintenant, bah, je te supprime les primes, vu que j'ai l'impression que ça te motive. Je dis, ok, il y a plus de pression, mais en même temps, tu vas te payer le double ce mois-ci. Il me dit, ouais, c'est vrai, mais moi, je m'en fous un peu des primes. Je t'avoue, l'argent, que je gagne 1000 ou 2K, je m'en fous, tu vois. Il va être artiste, il s'en fout. Ce qu'il fait kiffer, c'est faire de la photo, aller dans des parcs et garder. Genre, et tu vois, donc je lui dis, je te supprime ça, je te mets moins de rythme. Et du coup, j'ai découvert qu'en parlant aux gens aussi petit à petit et tout, tu peux avoir ce truc de management. Et j'essaye, ouais, de continuellement apprendre des gens, mais sans être trop sévère et de tout dire, c'est moi le chef, et d'essayer d'apprendre un max des gens aussi, quoi. Ok. Donc voilà, mais j'ai pas encore, c'est dur quand même. Et ouais, franchement, c'est pas le plus facile, mais voilà, quoi. Tu te verrais ouvrir une boutique physique? En vrai, ouais, je pense que c'est cool. En vrai, ouais. Bah, les marques, toutes les grosses marques qui grandissent un peu, elles le font, j'ai l'impression. Tu penses que ça fait une différence? Bah, je pense que ça fait un truc où tu t'établis, genre, t'es plus réel. Et je pense que quand t'as une. Il y avait un gros débat que j'avais avec quelqu'un, genre, c'est quoi une marque indé? Hmm. En vrai, c'est une très bonne question. C'est quoi une marque streetwear finalement? Ouais, mais streetwear encore, c'est un mot, mais indé, à partir de quel moment t'es une Ouais, marque indé ou tu l'es plus? Genre, ouais. par exemple, Nude Project, c'est une marque indé. Est-ce que Represent, c'est une marque indé? Est-ce que nous, même, alors qu'on est des investisseurs, on est une marque indé? Est-ce que Ouais, First, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est la manière de parler? je sais pas. Et un truc qu'on avait, c'est que pour moi, du coup, quand t'as une boutique, pour moi, c'est le truc. Genre, si t'as une boutique, t'es plus une marque indé. Ok. Ça annule, Ça annule le fait de. Ouais, mais je sais pas, c'était flou. Mais pour moi, c'est bien d'avoir une boutique, mais c'est tôt et c'est peut-être dans deux, trois ans, quoi. Est-ce que tu ressens le besoin de rendre ça réel? Avec la boutique? Ouais, en règle générale. Non, mais Parce pas que tant que ça. tu vois ce que je veux dire? Genre, tu fais des drops, on est tout le temps la tête dans les Shopify. Et en fait, moi, tu vois, il y a des choses où, tu vois, cette maison, par exemple, ça rend les choses réelles. Tu vois, je veux dire, Ouais. ce rapport à la réalité de ce qu'on fait, c'est réel. Et des fois, tu vois, tu peux oublier que, tu vois, les chiffres, tu les regardes sur un dashboard un peu en mode. Bah, pour moi, il y a des pop-up pour ça. T'as pas forcément Ouais. d'avoir une boutique physique, tu vois, t'emmerder. Si c'est vraiment pour sentir réel, tu fais un pop-up, tu vois les gens Mais je veux venir. dire, est-ce que toi, tu ressens ce besoin au En vrai, quotidien non, de. même pas. Moi, pour le Ok. coup, c'est pas un. Je comprends, mais c'est pas un truc où je me dis que j'ai besoin de le sentir, quoi, tu vois. Genre, c'est cool quand je vois un pop-up et j'ai les gens, mais c'est pas non plus le truc qui va me rendre. Je sais qu'il y a des gens, ils vont rester devant, ils vont voir tous les gens, ils vont être en mode waouh, c'est cool et tout, mais moi, j'ai juste l'impression que je veux toujours plus, toujours plus. Genre, même si je vois un pop-up ou je sais pas quoi, je vais pas me dire waouh, c'est incroyable ce que j'ai construit, il y a des gens qui sont venus, il y a 100 personnes, tu vois, en vrai, Ok. j'ai pas besoin de ça, quoi. Ok. Donc, T'es touché quand les gens tu les rencontres ou ils te reconnaissent ou. bah, en vrai, ouais, mais pas
pas tant que ça. Genre, en vrai, ça me fait. Peut-être après, je suis pas le mec le plus. Même si en vrai, en public, je suis sociable, mais je suis pas le mec le plus touché qui va être touché par les. T'es introverti un peu dans ton monde. Bah, moi, je suis introverti, mais je pense que tu l'as vu aussi. Je serais hyperactif et extroverti aussi. Donc, je sais pas, c'est les deux, mais ouais, en vrai, ça me touche pas. Genre, des fois, il y a des. Enfin, souvent, ça m'arrive souvent, tu vois, dès que je sors, je me fais au moins reconnaître une fois. Et c'est jamais un truc qui m'a. Qui m'a. Quoi, il y a un truc. Non, juste place le micro vers toi, désolé. Ok. Ouais, c'est bon. Ça m'a jamais. Quand des gens me reconnaissent ou quoi, ça m'a jamais touché plus que. C'est cool, mais jamais plus que ça en vrai. C'est quoi du coup pour toi la reconnaissance? En vrai, moi, la reconnaissance, la big, c'est mon daron. C'est mon daron, toujours il m'engueule, toujours il me dit ouais, c'est pas assez. Et là, par exemple, je lui ai pas envoyé les chiffres du mois, il m'a dit c'est bien. Il m'a juste dit c'est bien. Et genre, j'ai l'impression, genre, à chaque fois les trucs, il m'a dit mais quand même, genre, la dernière fois, c'était quoi? Ah, mais quand même, 30 000 euros d'ads, c'est beaucoup de 30 000 euros d'ads. Mais j'ai dit, mais papa, mais on a fait 255 000 euros. Il m'a dit quand même. Enfin, il y a toujours un truc, tu vois. Là, mon téléphone, il est tout cassé. Et je dis à mon daron, et je sais pas pourquoi je lui demande, alors que c'est mon argent et tout, mais je sais pas, pour moi, mon daron, genre, quand j'étais petit peu, c'était toujours le mec qui gérait l'argent, qui disait ça oui, ça non et tout. Et il est expert comptable. Donc, c'est lui qui fait toute la compta de nous. Et je sais pas. C'est ton daron qui fait ta propre compta. Ouais, c'est Trop lui bien. qui fait. Moi, je gère rien de la compta, c'est mon enfer. C'est mon enfer. Et en vrai, le daron, il a toujours été. Même si au début, il voulait pas que je. En gros, mon daron, au début, il voulait pas que je fasse d'école de mode. Mais dès que j'ai commencé, c'est le seul qui a suivi et qui m'a un peu genre poussé. Il m'a toujours aidé. Genre, si tu vois, quand il fallait venir faire un défilé, il venait, pouvait rester jusqu'à 5 h du matin à m'aider, tenir du tissu, découper du tissu pour moi et tout. Genre, il m'a, à un moment, pour mon défilé, je voulais des cadres, il m'a construit des trucs précis et tout. Et genre, physiquement, il a toujours donné de lui pour venir m'aider. Genre, quand il a fallu faire en Chine, j'ai fait un défilé en Chine, j'avais besoin de quelqu'un pour venir en Chine m'aider, être un peu mon assistant. Personne ne voulait venir avec moi. Mon daron, il m'a dit, vas-y, je viens. Genre, il a toujours été truc. Et il a toujours été hyper dur. Genre, par exemple, là, tu vois, mon iPhone, il est tout cassé. Je dis, ouais, je pense que je vais me prendre un iPhone 17. Il m'a dit, 1500 euros dans un téléphone, Andrea, tu te rends compte, il y a des gens, ils gagnent même pas ça tous les mois, ils travaillent une vie entière pour même pas gagner ça. C'est honteux si tu prends un iPhone 17. Et je dis, ah, ok, bah, du coup, j'achète pas, quoi. Et le jour où je pense la reconnaissance, en vrai, c'est le jour où mon daron, il me dira, ah ouais, waouh, et tout, là, hype. Tu penses qu'il est fier de toi? Ouais, je pense que ouais, mais je pense qu'il ne montre pas. Et le jour où vraiment j'aurai mon daron qui me dira que je lui dirai un truc, et il me dira, waouh, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable, j'y crois pas, là, c'est Max. Max de fou, genre. Là pour l'instant les chiffres ça l'impressionne pas encore Non, assez. ou alors peut-être ça l'impressionne, mais il monte pas. Il monte Genre, pas. il y a toujours un truc, il va dire, oui, mais tu te rends compte, il y a la TVA, il y a tes équipes, ça fait tout ça et tout, quand même, et voilà, oui, mais c'est bien. Et le prochain mois, si tu vends rien. Tu vois, là, on a fait 80 000 euros de profit ce mois. Et si le prochain mois, tu vois rien, si à Noël, ça ce truc, bah, après, bah, tu peux ne plus avoir. Enfin, il y a toujours un truc. J'ai l'impression, des fois, je m'embrouille presque avec lui. Je dis, papa, j'ai l'impression, ouais, je fais jamais assez. Il faut que je fasse 10 millions par mois. Ou quoi. J'ai l'impression que je fais jamais. Toujours quand il vient chez moi, quand il vient me voir, il me dit toujours, t'as pas rangé ça, t'as pas rangé ça. Jamais, il me dit, c'est bien quand même, t'as fait tout ça. Genre, il m'a jamais. Il m'a pas presque jamais félicité vraiment et tout. Et des fois, il me dit des petits trucs. Et quand il dit des petits trucs, ça, je m'en souviens de fou. Et si un jour, je le choque, c'est d'art de fou. Genre, c'est fou. Et ta meuf dans tout ça? Quoi? Et ta meuf dans tout ça? Ma mère, en vrai, on s'entend pas hyper bien. Je l'ai pas parlé depuis 1 an presque. Et ma daronne, au début, quand j'ai fait des écoles de mode, elle était pas du tout pour et tout. Et elle a toujours été en mode hyper inquiète, en mode ouais, tu travailles trop, tu vas te pourrir ta santé et tout. Et toujours à des trucs. Et on n'est plus trop proche en vrai. Et du coup, je suis surtout très proche du daron. Et vu que même socialement, genre, j'ai pas beaucoup de potes autant que ça que soit, mon daron, c'est un peu comme mon meilleur pote. Genre, dès que j'ai un truc à raconter, j'appelle le daron. Des fois, je vais au bureau le matin, j'appelle le daron et je le raconte. Et ouais, le choc barre un jour qui sont en mode ouah et tout. Genre, des fois, moi, je vois des vidéos, tu sais, t'as les gens, ils viennent, c'est un peu Golemont comme vidéo, mais ils viennent, ils offrent un truc à leur daron et le daron et les trucs. Moi, ça me fait trop kiffer. Tu mates les vidéos YouTube avec. Ouais, moi, je veux trop. Mais je sais pas, je dois faire quoi. Mais peut-être juste, il faut que je range mon appart et un jour, ils viennent chez moi et l'appartement, ils sont rangés. Je pense que ça le choquera peut-être Est-ce que plus t'as cette envie d'offrir un truc une Bah, idée en tête par rapport En à vrai, ça? je sais même pas parce que moi, tu vois, je suis pas matériel et mon daron, il est pas matériel du tout. Genre, il s'en fout. Je parle juste, il s'en fout si je lui achète un truc. Mais je sais pas ce qu'il faut, mais un jour le rendre. Et je pense qu'il est fier de moi, mais le choc barre, genre faire un truc un jour où il est en mode wow, il se lâche. Là, c'est. Là, je suis content. Genre. Tu vois, même quand j'ai fait un drop à 270K, quand je suis passé à Kevin Mossessi, ça, il m'a dit c'était cool par contre. Mais même un drop à 270K, il me disait ouais, il y a quand même 40 000 euros d'ads. Puis le mec qui t'a payé tes emails, est-ce que ça sert vraiment? Il t'écrit des emails. Moi, juste en écrire des emails, il t'a payé 5 000 euros, est-ce que c'est vraiment utile? Et tu vois, toujours, il me disait des trucs comme ça ou quoi.
Et voilà, et après il me dit oui mais les ads, moi je connais les ads, c'est comme quand je clique sur Google, des fois je vais m'acheter une chaussure de course et c'est une pub, mais j'avais déjà prévu de l'acheter, et je clique quand même sur le lien et ça compte comme une ad, ça se trouve tes ads c'est pareil, ou je sais pas quoi. Et hier tu vois, on a fait sur la journée, on a fait 5000 et on a fait 650 euros d'ads. Je lui ai envoyé tous les soirs, je lui envoie d'abord, je lui dis, parce qu'il a accès à mon Shopify, il a accès à tout et tout, je dis c'est cool les chiffres, il m'a dit oui quand même 650 euros d'ads, c'est beaucoup hein, quand même. Ouais, je peux pas. Et même, et des fois genre quand je lui parle de potes à moi qui, tu vois, par exemple, mon pote Alex qui a fait genre 250 millions, là, pour le début de Black Friday, il a fait 700 ou 800, il a mis, je sais pas, peut-être 80 000 euros d'ads dans les il a dit, c'est fou quand même, tout cet argent dépensé en ads, mais vous arrivez pas à juste vendre vos vêtements comme ça et tout, et genre, je pense qu'il a l'impression peut-être... C'est pas réel encore. Maintenant, je sais pas, il est comptable, c'est ça, il a vu des boîtes toute sa vie, il a vu qu'on n'avait pas 100% de marge nette, qu'il faut bien dépenser l'argent quelque part. Donc maintenant, je me dis, mais je sais pas, il s'imagine quoi, peut-être l'argent, il faut qu'il aille où. Après, Si je peux pas payer des gens avec, si je peux pas mettre là, l'argent, il est pourquoi. Donc je sais pas, peut-être il doit tout aller dans mon salaire. Mais tu vois, je pense que si tu lui dis par exemple, ouais, je passe une interview à Netflix ou à la télé, il faut que je paye tant, peut-être ça sera plus concret pour lui, tu vois, dans un sens plutôt que de dire, ouais, faut que je mette 100 000 euros en ads, tu vois. Ouais, peut-être. Par exemple, tu vois, qui vient de m'associer, quand je suis passé, il était trop hype. Mais alors que ça servait à rien. Et genre, la dernière fois, c'était qui ? Je devais passer à un truc. Oui, on a un investisseur qui s'appelle Vincent Panozzo et qui était le directeur de programme de pas M6 sur notre chaîne. Et lui, il faisait que tout le temps. Il me disait, mon père, appelle-le, demande-lui de passer à la télé et tout. Et ça, c'est un truc, ça le hypait de fou. Et je pense qu'il a peut-être encore ses anciens codes et il a ces trucs-là, quoi. Mais c'est pour ça, genre, j'essaie. Là, il y a une semaine, je donnais accès à Triple Whale pour qu'il ait accès à tout. Genre, il monte, je lui dis, regarde une vidéo YouTube qui explique les rois. Au moins, tu vois que, genre, quand il y a 5 de rois, c'est bien, genre. Tu vois. Mais, je sais pas. On parlait tout à l'heure en off de à quel point les marques indé avaient à apprendre du e-commerce. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Bah, je pense que pour moi, c'est huge. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont en mode artiste. Et il y a des marques pour qui ça marche. Genre, pour moi, il y a un gros truc. Il y a quelques marques, ça va être de la culture. C'est ce que je disais. Pour moi, la culture, c'est il n'y a pas de dads, il n'y a pas de rois ou je sais pas quoi. Ils font juste des vêtements. C'est beau, ça marche. Tu sais, aujourd'hui, tu as le potentiel de viralité des réseaux sociaux. Si tu fais le bon moment, le bon vêtement au bon moment, au bon endroit, ça peut percer tout seul. Et ça, pour moi, tu vois, c'est la culture, genre Suprême. Je sais pas, ils ont, au début, dans les early age, dans l'âge d'or de Suprême, il n'y avait pas des budgets marketing de fou. Enfin, si, ça mettait peut-être des sous sur des shoots avec Playboy, Cartier et tout, mais tu vois, il n'y avait pas d'ads, ça calculait pas le roi, ça faisait pas une Black Friday, une offre, un acheté, un offert ou je sais pas quoi. Et ça, tu vois, pour moi, c'est la culture. Et il y a quelques très rares marques. Tu peux même pas le prédire, et le concept même de la culture pour moi c'est que ça peut pas être refait. C'est ça qui fait que c'est la culture, c'est que tu veux pas être refait, s'il y a pas de technique, faut que ça tombe sur toi au bon moment, au bon truc. Et ensuite toutes les autres, bah en la base on est souvent quelqu'un qui crée une marque, dans la majorité du cas on est des artistes à la base qui veulent faire des saps, et ça peut nous arriver de pop sur un drop parce qu'on a fait un bon vêtement au bon endroit. Mais après ce qui va faire tenir la marque sur le long terme, c'est vraiment cet aspect business et tout quoi. Mais il y a beaucoup de marques qui restent dans ce truc là et qui veulent pas aller trop dans ce truc business, dans ce truc de tout parler, genre e-com, et de vraiment run un business. Et ça aussi, c'est parce que pour beaucoup, il y a le profil artistique qui se met à devenir le CEO, le boss, et donc il se met à gérer un peu le truc, il commence à toucher vite fait aux ads, mais il n'y a pas une vraie partie business à côté. Et souvent, ils ne l'ont pas, et donc souvent, ils ont leur premier gros drop, puis après, ça down, et ça fait des petits drops et tout. Ou alors, des fois, tu as même des marques qui restent et qui ont des gros drops tout le temps, mais qui, je pense, pour aller beaucoup plus loin, s'il y avait cette partie business. Mais souvent, en discutant, je dirais pas les noms, mais souvent en discutant avec des gens aussi, ils n'ont pas envie d'aller forcément plus loin. Genre, ils sont là, ils se font leur bail depuis 6-7 ans ou je sais pas quoi, et genre, ça leur convient, tu vois. Ils sont dans leur ville, ils sont avec tous leurs potes, ils kiffent, ils se lèvent tous les matins pour créer, ils n'ont pas besoin de plus. Alors que moi, créer, c'est cool, mais quand j'ai créé, c'était toujours, je créais pour avoir des bonnes notes en cours. Je créais pour réussir à être pris au défilé. Je créais pour réussir à vendre. Genre, j'ai toujours créé pour arriver à une finalité. Et là, moi, eux, ils vont kiffer le process de créer. La fin en soi, c'est pas la création. Ouais, moi, je vais kiffer créer parce que c'est ma manière d'arriver à la finalité que je veux, qui est pour moi un peu comme un jeu vidéo où tu joues et t'as envie de stater, d'être meilleur que tes potes. Tu vois, quand je me compare avec mes potes qui ont des marques de vêtements, bah, c'est comme quand je joue à Clash Royale, par exemple, genre d'avoir plus de trophées que ton pote ou je sais pas quoi, d'avoir les cartes plus améliorées ou je sais pas quoi, d'avoir plus d'or ou je sais pas quoi. Et c'est un peu pareil. Moi, tu vois, je m'en fous un peu même de l'argent en tant que tel, mais je veux mon profit parce que c'est comme une stat sur un jeu. Mais pas parce qu'il représente, parce que je vais pas pouvoir m'acheter une montre ou je sais pas quoi. Ça, je m'en fous un peu en vrai. Mais il y en a d'autres carrément, je pense qu'ils jouent pour l'amour du jeu. Et il s'en fout de la stat, tu vois, il joue à son rythme, et si ça marche, il est content, ça marche pas, il s'en fout, et voilà quoi. Et souvent, ils sont pas des aussi grosses équipes. Et en fait, un truc qu'il y a, c'est que aussi, vu que j'ai des autres grosses équipes, j'ai des investisseurs, même si en vrai, les investisseurs, je suis plus trop en contact avec eux, mais j'en ai eu, et vu que j'ai ce truc de révolutionner la mode,
T'as pas le même stress quand tu commences Et pour moi. ouais, et j'ai des objectifs, tu vois. Genre, je sais que je peux pas, genre, si je fais une année qui est moins bien que la précédente, il y en a plein, ils s'en foutent, genre, tu vois. Ouais. Moi, je peux pas, sinon, genre, c'est synonyme d'échec. Faut que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le truc, tu vois. Et j'ai toujours me comparer aux autres. Tu sais qu'à quel point, quand mes concurrents ils font des drops, j'ai un Excel où j'ajoute au panier toutes leurs pièces sur plusieurs ordinateurs. Je vois combien il y a de pièces au panier maximum que je peux mettre. Du coup, je connais leur stock. Et je regarde une heure après combien il en reste, une heure après combien il en reste, une heure après combien il en reste. Tous mes potes, tous mes pré-potes qui achètent des marques indé, à chaque fois que je vois qu'ils ont une nouvelle pièce, je dis, tu peux avoir ton numéro de commande, je mets dans mon fichier pour voir combien de commandes il y a le mois et tout. Et genre, je traque tout, j'essaye de tout traquer comme un gros, comme un gros petit genre. Donc au final, la partie ingénieur en toi, elle te sert tous les Ouais, jours. je pense que ouais. Je pense que ce côté genre pragmatique, il me sert et c'est un peu. C'est Il a comme fait ça. la grosse Ouais, différence. et c'est comme ça que tu vois, par exemple, Cynic, qui sont deux, un qui gère le biz et un qui gère le truc. Moi, j'aurais jamais pu avoir de cofondateur ou un mec qui cofonde avec moi parce que je veux être propre de mes propres idées. Et des fois, au bureau, genre, je suis le seul à avoir mon idée. Ah bah, au final, c'est elle qui marche, quoi. Et genre, je veux vraiment réussir à gérer les deux. Et j'ai aucune idée de si un jour la boîte, elle explose. Tu vois, si un jour tu fais 100 millions par an, en vrai, tu peux plus gérer à la fois la côté artistique et le côté business. Bah, je sais toujours pas si ça me ferait plus kiffer un jour d'abandonner le business et de me mettre à fond dans les vêtements, créer juste et sans me prendre la tête du business parce qu'il y aura un mec meilleur que moi qui gérera ça. Ou si alors, je préférerais gérer le business, me maxer dans ça et qu'un mec gère les vêtements à ma place. Franchement, j'aime les deux autant. Ok. Donc, pour moi, les deux sont vraiment ensemble et j'arrive pas à séparer les deux. Si Quoi. t'avais une seule stratégie là, genre je t'enlève tout, je t'enlève tes équipes, je t'enlève tout. S'il y avait une seule stratégie pour faire exploser ta marque, tu choisirais quoi? Ouais, des drops, hein, c'est trop fort. Mais la stratégie pour pouvoir le faire? Bah, tu crées une ou deux pièces qui vont bien marcher, qui vont truc. Tu fais des vidéos où tu montes la pièce, tu fais des vidéos storytelling où tu crées une histoire autour de la pièce et autour de toi, de pourquoi tu as fait cette pièce, tu essaies de lier cette pièce à toi, faut que tu la lies à toi. Et tu fais une liste d'attente, tu builds de la hype et ensuite tu drops. Et Donc storytelling, Ouais. lead gen, storytelling, lead gen, ouais, c'est toujours ce que j'ai fait au début quand enfin j'avais pas de moyens. produit, storytelling, Ouais. lead Bah, gen. c'est ce que j'ai fait au tout début, tu vois. Le premier drop, je m'en souviens encore. Le premier drop, quand je lève des fonds aux investisseurs, je lève sur une valo à 4 millions. J'ai 0 chiffre d'affaires, pas de site, toujours pas de collection, rien. Et je dis aux investisseurs, ouais, vous inquiétez pas, notre premier drop, on va vendre plein de vêtements. J'ai 100 000 abonnés, ils sont tous prêts à acheter, vous inquiétez pas, ils savent, oui, j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé dans des stories avant, c'est juste, vous avez pas vu. Et ça va marcher, c'est sûr. Et je lève sur une valo à 4 millions. Si souvent, les marques, leur premier drop, je sais pas, elles font 20-30K. Tu vois, moi, si mon premier mois, je fais 30K, les investisseurs, ils vont me regarder, ils vont me dire, c'est qui ce clown? Ouais. Moi, les investisseurs, je disais pas pop. Non, moi, je m'appelle Andrea. À 17 ans, j'ai fait 100 000 euros en 3 mois. Puis ensuite, je suis rentré en école de mode, j'y connaissais rien. J'ai fait Fashion Week de Paris, Fashion Week en Chine et Fashion Week à New York. J'ai des articles, j'ai fait la une de Vogue et de GQ. Et là, je vais révolutionner la mode. Tu vois, genre, je disais le drop, il va être gros, genre. Et je suis arrivé à mon premier drop et je me chiais dessus. Genre, je me disais, waouh. Et quand j'ai commencé la poster vidéo, je me souviens encore, j'ai attendu 5 jours avant de poster la première vidéo. Genre, je faisais des cauchemars le soir, je me disais, mais ça marche. Et surtout qu'en gros, j'ai passé 1 an à build un trail tout seul, lever des fonds, me débrouiller l'idée et tout. Et du coup, j'avais pas posté sur mon Insta à 100 000 abonnés depuis 1 an. Genre, mon Insta, il était passé de 108 à 97. Donc, j'avais pas posté depuis 1 an. Tu savais même pas Et je comment savais ça même allait. pas. Et la première vidéo et je me souviens encore, pendant 3 mois, on était avec une stagiaire et pendant 3 mois, on avait préparé 20 vidéos d'annonces. Et les mêmes vidéos que je faisais à l'époque de mes défilés. Je poste la première vidéo, 10 000 vues. Je dis, ah ouais, chaud. Je dis, ah ouais. C'était quoi 10 000 vues. J'ai supprimé cash. Le soir, j'ai supprimé. Je dis, ok. J'ai regardé les 25 vidéos, j'ai passé du temps. J'ai dit, la 13e ou je sais plus à combien, elle a l'air vraiment bien. Je la poste. Non, pas marché. Moi, j'ai commencé à flipper de fou. Et après, j'ai abandonné toutes les vidéos et je dis, ok, on va faire un tout nouveau truc. Et j'ai fait une vidéo. Moi, c'est Andrea. J'ai créé les premiers vêtements magiques avec des ailes qui apparaissent derrière moi. Je poste ça, 1,5 million de vues. Je la poste sur Twitter, 2 millions de vues. Je la poste sur TikTok, 3 millions de vues. Je crois que je dis, ouf. Et après, on est parti dans un run. Et en 2 mois, on a fait, je crois, 55 millions de vues cumulées. Et j'ai fait 0 ads, 0 drop. En 2 heures, on a fait 230K. Et au début, je me suis chié dessus de malade mental. Vraiment. Ok les gars, on finit toujours le podcast par 5 petites questions. Vas-y. Oui, non? Ok. Juste oui, non. Comme Hugo Décrypte. Ouais. Ok. Ou tu peux rajouter si tu veux. Ok. La mode digitale, est-ce qu'elle va dépasser la mode physique? Non. J'attendais l'argumentaire. Non. J'argumente. Si tu veux, vas-y. Bah, pour moi, la mode digitale, elle dépassera pas le physique parce que les gens, ils voudront, ils continueront toujours de porter un vêtement. Je crois pas au métavers, j'y crois pas du tout. Et pour moi, juste le digital, ça améliore le vêtement physique. C'est un truc cool en plus, mais c'est le plus important, c'est le vêtement physique. Si tu fais un vêtement de merde, t'as beau avoir les meilleurs trucs digitales autour, tu feras un buzz à un moment, tu lèveras des fonds parce que tu auras des investisseurs cons qui croiront en toi, tu feras faillite, comme Artefact qui a fait faillite, comme toutes les autres marques. À l'époque, quand j'ai commencé à builder un trail, t'avais genre 15 autres marques qui étaient sous grosse levée de fonds à 20 millions, 30 millions, donc tout c'est faillite. Donc voilà. Andrea, est-ce qu'il va remettre les pieds à la Fashion Week? Oui.
J'espère. Mais d'abord, je fais une machine à cash. Et quand j'ai fait une machine à cash, après, je peux faire des vêtements qui servent à rien et dépenser de l'argent dessus. Ok. Une collab avec ton jeu vidéo pour. Pardon, attends, je la refais. Les gars, oui, non, et c'est bon. Ok. Une collab avec ton jeu vidéo un jour? C'est-à-dire mon jeu vidéo. Une collab avec un jeu vidéo un jour? Oui. Oui. C'est dans les bacs? C'était dans les bacs, ça s'est pas fait, mais il y en aura un autre. Je sais Ok. pas quand, mais on va trouver. Un drop à 1 million d'euros ou une marque à 100K par mois? Un drop à 1 million d'euros. Vanity Metric first. Un trail aux US? Un quoi? Arène Trail aux US? Ouais. En Chine même aussi, partout. Partout. Au Japon, partout. Ok. Et pour toi, c'est qui le meilleur designer de tous les temps? Margiela. Ok. Martin Margiela. Bon, merci Andrea. C'était Parfait. trop cool. Salut. Ciao, Merci, ciao. merci à vous et j'espère que vous avez kiffé.